Bonjour à tous. Dans le cours 8, nous allons poursuivre l'étude des voies oxydatives du glucose. Nous avions vu la semaine dernière que le glucose pouvait être oxydé en pyruvate par la glycolyse et puis la glycolyse, le pyruvate était transformé ensuite en acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase, acétyl-CoA qui était dégradé en CO2 par le cycle de Krebs ou cycle du citrate. Nous avions vu que la pyruvate déshydrogénase avait un ΔG très négatif, donc elle était irréversible, et que les étapes 1, 4 et 5 du cycle de Krebs étaient également irréversibles, ce qui rendait le cycle irréversible totalement. Nous avons vu que les étapes irréversibles des voies métaboliques étaient toujours catalysées par des enzymes allostériques qui étaient soumises à des régulations par des effecteurs allostériques positifs ou négatifs. Eh bien, c'est encore le cas ici. La pyruvate déshydrogénase, vous voyez, ainsi que l'isocitrate déshydrogénase et l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase sont des enzymes allostériques qui vont être activées ou inhibées. De la même manière que pour la glycolyse, ce sont les marqueurs de richesse énergétique de la cellule qui vont inhiber ces enzymes, comme l'ATP, l'acétyl-CoA, le NADH, le succinyl-CoA, ou alors les marqueurs de manque énergétique de la cellule, comme l'ADP, qui vont activer ces voies, puisque ces voies sont des voies productrices d'énergie. On voit bien aussi que ce sont souvent les mêmes effecteurs allostériques qui agissent sur ces enzymes, ce qui va permettre de coordonner ces voies. Nous le reverrons par la suite. Lorsque l'on fait le bilan de l'oxydation complète du glucose, c'est-à-dire après oxydation du glucose par la glycolyse, l'APDH et le cycle du citrate, on voit que notre glucose a été transformé en 6CO2. Donc, tous les carbones du glucose sont transformés en 6CO2. Et puis on aura production de 2FADH2, 10 NADH, 2 ATP et 2 GTP. En présence d'oxygène dans la plupart des cellules, eh bien, ce NADH va être réoxydé, ou ce FADH2. Tout ce pouvoir réducteur produit par l'oxydation complète du glucose va être réoxydé par la chaîne respiratoire mitochondriale. En effet, on voit que lorsque les électrons du NADH vont être transférés à l'oxygène, eh bien, on va avoir un dégagement d'énergie important, puisque, souvenez-vous, hein, lorsqu'on écrit l'équation redox totale, 1,5 de O2 plus NADH donne H2O plus NAD+, on peut calculer le ΔG0' de cette réaction, qui va être égal à moins NF delta E0'. Delta E0', c'est le delta entre 0,8 et moins 0,32. Donc ça fait 1,12 volts. Et donc tout ça nous fait moins 220 kJ par mol. Pour rappel, hein, pour fabriquer un ATP, il faut 30 kJ par mol. Donc en théorie, hein, on pourrait, si on avait un rendement de 100%, eh bien, on pourrait presque fabriquer 7 moles d'ATP pour une mole de glucose. En réalité, ce ne sera pas le cas, on le verra plus tard. Mais donc cette réaction de réoxydation du NADH en transférant les électrons à l'oxygène va fournir l'énergie suffisante à la synthèse d'ATP. C'est Mitchell en 1961 qui comprend la base du principe de la chaîne respiratoire mitochondriale et il appelle ça la théorie chimio-osmotique. En fait, il comprend que la réoxydation des coenzymes réduits, NADH, FADH2, va s'établir de l'établissement d'un gradient de protons de part et d'autre d'une membrane, qui est notamment chez les eucaryotes la membrane interne mitochondriale. Il comprend ça en faisant des mesures de pH dans l'espace intermembranaire. Il comprend également que la dissipation de ce gradient de protons va permettre la synthèse d'ATP grâce à un complexe qui transformera l'énergie d'un gradient en mouvement qui permettra lui la synthèse d'ATP. On appelle ça la force protomotrice. Le principe est le suivant. Dans la membrane interne de la mitochondrie, il existe un certain nombre de complexes constitués à la fois de protéines et de couples redox.
Ces complexes vont transférer les électrons du couple qui a le potentiel redox le plus bas vers le couple qui a le potentiel redox le plus élevé, donc du NADH ou FADH2 vers O2. Ces transferts se font avec des tout petits sauts de potentiel, de couple en couple, de transporteur en transporteur, afin de ne pas perdre l'énergie libérée sous forme de chaleur. Cette énergie libérée va être utilisée pour créer des gradients de protons, et des protons vont être transférés de la matrice vers l'espace intermembranaire. 4 protons pour le complexe numéro 1 qui récupère les électrons du NADH, aucun proton pour le complexe numéro 2 qui lui récupère les électrons du FADH2. Les complexes 1 et 2 transfèrent leurs électrons à l'ubiquinone, qui elle va transférer ses électrons au complexe 3, qui va lui établir aussi le gradient de 4 protons vers l'espace intermembranaire, et transférer les électrons au cytochrome C, qui ensuite transfère au complexe 4, qui va transférer 2 protons vers l'espace intermembranaire, et transférer les électrons au couple O2H2O. Ce gradient de protons va ensuite être dissipé par l'ATP synthase qui va qui va utiliser cette énergie pour fabriquer de l'ATP dans la matrice mitochondriale. Les différents complexes, comme vous le savez déjà, peuvent être inhibés par des agents spécifiques, par exemple la roténone pour le complexe 1, l'antimycine A pour le complexe 3, le cyanure pour le complexe 4 et l'oligomycine pour l'ATP synthase. Ce schéma est à connaître par cœur. Une petite vidéo par la suite vous permettra de mieux comprendre et de mieux visualiser le processus afin de le mémoriser. Cette diapositive illustre la valeur du potentiel redox des différents couples qui se trouvent dans les différents complexes. Vous avez donc compris que les électrons vont se transférer des couples qui ont les potentiels redox les plus bas, NADH, FADH2, vers le couple O2H2O qui a le potentiel redox le plus élevé, en y allant progressivement, en passant de couple en couple, en faisant monter progressivement le potentiel redox.
Cette diapositive vous présente la structure de l'ATP synthase qui comporte une partie fixe qu'on appelle le stator, composé des parties A et B, et une partie mobile qu'on appelle le rotor, constitué par les parties petit c et puis epsilon, alpha, bêta, gamma et delta. Cette partie mobile va tourner au fur et à mesure que les protons vont passer à travers le canal C, et la rotation de la partie F1 en face de la partie fixe va permettre d'attraper de l'ADP plus du phosphate, de les greffer pour former de l'ATP et puis de libérer l'ATP. La diapositive suivante sera une vidéo qui va vous permettre de mieux visualiser pour mieux comprendre ce processus. C'est Boyer et Walker en 1997 qui ont montré ce processus et pour cela, ils ont obtenu le prix Nobel. ATP synthase is a molecular machine that works like a turbine to convert the energy stored in a proton gradient into chemical energy stored in the bond energy of ATP. The flow of protons down their electrochemical gradient drives a rotor that lies in the membrane. It is thought that protons flow through an entry open to one side of the membrane and bind to rotor subunits. Only protonated subunits can then rotate into the membrane, away from the static channel assembly. Once the protonated subunits have completed an almost full circle and have returned to the static subunits, an exit channel allows them to leave to the other side of the membrane. In this way, the energy stored in the proton gradient is converted into mechanical rotational energy. The rotational energy is transmitted via a shaft attached to the rotor that penetrates deep into the center of the characteristic lollipop head, the F1 ATPase, which catalyzes the formation of ATP. The F1 ATPase portion of ATP synthase has been crystallized. Its molecular structure shows that the position of the central shaft influences the conformation and arrangement of the surrounding subunits. It is these changes that drive the synthesis of ATP from ADP. In this animated model, different conformational states are lined up as a temporal sequence as they would occur during rotation of the central shaft. Like any enzyme, ATP synthase can work in either direction. If the concentration of ATP is high and the proton gradient low, ATP synthase will run in reverse, hydrolyzing ATP as it pumps protons across the membrane. To show the rotation of the central shaft, a short fluorescent actin filament was experimentally attached to it. Single filaments attached to single F1 ATPases can be visualized in the microscope. When ATP is added, the filament starts spinning, directly demonstrating the mechanical properties of this remarkable molecular machine. Certains éléments de la chaîne respiratoire mitochondriale vous ont peut-être paru similaires à la photosynthèse. En effet, dans les deux cas, il s'agit d'un transport d'électrons et dans les deux cas, d'un gradient de protons qui va être dissipé par l'ATP synthase et permettre la synthèse d'ATP. J'attire votre attention sur les différences fondamentales qui existent entre la photosynthèse et la respiration. Dans la photosynthèse, le transfert d'électrons ne se fait pas du couple qui a le potentiel redox le plus bas vers le couple qui a le potentiel redox le plus élevé, ce qui est thermodynamiquement
favorable, mais elle se fait dans l'autre sens. Donc, ce transfert d'électrons, qui normalement devrait être défavorable, est rendu possible grâce à l'énergie de la lumière qui va transformer une molécule qui normalement est un bon accepteur d'électrons en une molécule qui devient un donneur fort d'électrons, notamment la chlorophylle A. Dans la photosynthèse, les protons s'accumulent à l'intérieur du thylakoïde et vont donc être dissipés de l'intérieur du thylakoïde vers le stroma. La synthèse d'ATP se fera donc dans le stroma. Dans la mitochondrie, le transfert d'électrons se fait donc du couple qui a le potentiel redox le plus bas vers le couple qui a le potentiel redox le plus élevé, donc de NADH vers O2 qui devient H2O. Le gradient de protons, les protons s'accumulent dans l'espace intermembranaire et vont être dissipés par l'ATP synthase qui est orientée vers l'intérieur de la matrice et donc l'ATP est synthétisé à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Ce sont des différences fondamentales que vous devez avoir bien compris et bien retenues. Lorsque le glucose est totalement oxydé par la glycolyse, la pyruvate déshydrogénase et le cycle de Krebs, et que tout le NADH et le FADH2 produits par la pyruvate déshydrogénase, la glycolyse et le cycle de Krebs sont réoxydés par la chaîne respiratoire mitochondriale, eh bien on obtient le bilan suivant. Glucose C6H12O6 plus 6 oxygène donne 6 CO2 plus 6 H2O. La réoxydation de 1 NADH par la chaîne respiratoire mitochondriale permet la production de 2,5 ATP. En effet, je vous ai dit tout à l'heure que sur le plan thermodynamique, si le bilan était de 100%, si le rendement était de 100%, on pourrait fabriquer presque plus de 7 ATP, mais le rendement n'est jamais de 100%. Ici, on a un rendement autour de 30%, qui est déjà un très bon rendement, et le reste est dissipé sous forme de chaleur. Donc 1 NADH donne 2,5 ATP. 1 FADH2 ne donne que 1,5 ATP, car, souvenez-vous, le complexe 2, qui réoxyde le FADH2, ne permet pas le transfert de protons dans l'espace intermembranaire. Donc le gradient de protons est moindre, donc le bilan en ATP sera moindre. Donc 1,5 ATP pour un FADH2. Si on multiplie ces 2,5 fois les 10 NADH produits par mol de glucose, on obtient 25 ATP par glucose. Si on multiplie ces 1,5 ATP par les 2 FADH2 produits par mol de glucose, on obtient 3 ATP par glucose. Ça nous fait donc 28 ATP, auxquels on va rajouter les 2 ATP produits par la glycolyse et les 2 GTP produits par le cycle du citrate, ce qui va nous faire à la fin 32 ATP par mol de glucose. Quand on dit 32 ATP, c'est ATP ou GTP, c'est la même chose. Vous notez bien ici, en effet, que c'est vraiment la chaîne respiratoire qui permet la production de la majeure partie des ATP. La glycolyse en tant que telle ne permet la production que de 2 ATP et le cycle de Krebs que 2 GTP. Donc il est vraiment important pour la production d'énergie que la cellule fonctionne en aérobie et que la chaîne respiratoire soit fonctionnelle. Ce bilan et ce calcul est à connaître par cœur. En résumé, au cours de l'oxydation du glucose en pyruvate, puis du pyruvate en acétyl-CoA, qui va être dégradé par le cycle de Krebs, cycle du citrate, en CO2, on obtient des productions directes d'ATP par phosphorylation au niveau du substrat. Ça se fait dans la glycolyse et aussi au niveau du cycle de Krebs, mais ces productions d'ATP se font en petite quantité, 2 ATP par glucose dans la glycolyse et 2 GTP par glucose dans le cycle de Krebs. Et puis, ces réactions d'oxydation vont entraîner la production de pouvoirs réducteurs, NADH, FADH2, en quantité importante, pouvoir réducteur qui va être réoxydé par la chaîne respiratoire mitochondriale et permettre, par phosphorylation oxydative, de former une quantité très importante d'ATP. Cette diapositive vous rappelle qu'il y a donc 2 façons de former de l'ATP, soit par phosphorylation au niveau du substrat, à partir de molécules à haut potentiel de transfert de phosphoryle, comme le 1,3-bisphosphoglycérate ou le PEP,
qui sont tous les deux des intermédiaires de la glycolyse et qui permettent tous les deux, dans la glycolyse, la formation d'ATP. Une troisième réaction existe dans la cellule, notamment dans le muscle, qui permet le transfert de phosphate à partir de créatine-phosphate sur l'ADP pour donner de la créatine et de l'ATP. Cette réaction permettra de fabriquer très rapidement de l'ATP dans la cellule musculaire en cas d'effort violent. Mais la plupart des réactions de synthèse de l'ATP se font donc par phosphorylation oxydative grâce à la chaîne respiratoire mitochondriale, grâce à l'ATP synthase. Chez les plantes, la photosynthèse permet aussi la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire la fabrication d'ATP à partir d'un gradient de protons dissipé par l'ATP synthase. Cette diapositive récapitule les régulations coordonnées de ces étapes productrices d'énergie. Comme on l'a vu, toutes les enzymes clés, c'est-à-dire celles qui catalysent les étapes irréversibles de la glycolyse, la pyruvate déshydrogénase et les étapes clés du cycle de Krebs, eh bien, sont catalysées par des enzymes allostériques qui vont être activées ou inhibées par des effecteurs allostériques. Ces effecteurs allostériques vont, s'ils sont marqueurs de faible quantité d'énergie dans la cellule, comme la MP et l'ADP, vont activer ces enzymes. Au contraire, s'ils sont des marqueurs de forte quantité d'énergie dans la cellule, comme la TP, le NADH, le citrate, eh bien, ces molécules vont inhiber ces enzymes. Toutes ces enzymes vont être inhibées par le même type d'effecteur allostérique ou par le même type d'activateur, vont être activées par le même type d'effecteur allostérique, ce qui va permettre de coordonner la glycolyse, la PDH et le cycle du citrate qui vont être activés en même temps ou inhibés en même temps. Ce sont donc souvent des substrats qui sont les activateurs et les produits qui sont des inhibiteurs afin de faire un rétrocontrôle. Comme nous l'avons vu précédemment, produire une grande quantité d'ATP dans les cellules se fait grâce à la chaîne respiratoire mitochondriale et donc nécessite la présence d'oxygène. La plupart des cellules ne peuvent pas vivre sans oxygène. En absence d'oxygène, ces cellules vont mourir. Cependant, quelques cellules sont capables de survivre sans oxygène. C'est ce que Pasteur avait appelé la fermentation, c'est-à-dire la vie sans l'air. La plupart de ces cellules sont soit des bactéries, soit des levures, soit quelques cellules de notre organisme capables de faire des fermentations, c'est-à-dire de continuer à produire un peu d'énergie, même en absence d'oxygène, c'est-à-dire d'être capable de réoxyder le NADH produit par la glycolyse par d'autres voies que la chaîne respiratoire mitochondriale. Ces voies sont diverses, il existe une grande diversité de fermentations. Nous allons présenter ici surtout la fermentation alcoolique qui se produit chez les levures et permet la production d'éthanol et de CO2, ou la production lactique qui se produit chez les bactéries lactiques ou dans le muscle strié squelettique et qui permet la production de lactate. Le principe général de la fermentation est donc le suivant. Si l'on veut pouvoir produire un peu d'ATP, un peu d'énergie dans la cellule grâce à la glycolyse, il faut réoxyder le NADH produit par la glycolyse, car si celui-ci s'accumule, la glycolyse est bloquée. Puisqu'on ne peut pas réoxyder le NADH par la chaîne respiratoire mitochondriale s'il n'y a pas d'oxygène, eh bien il va falloir trouver des accepteurs d'électrons qui vont permettre de récupérer les électrons du NADH qui va devenir NAD+, et en faisant ça, la glycolyse va pouvoir continuer pendant quelques temps à tourner et donc à produire un peu d'énergie pour la cellule. Cet accepteur d'électrons est souvent le pyruvate qui va accepter les électrons et donner du lactate dans le cas de la fermentation lactique, pyruvate qui va accepter des électrons et devenir de l'éthanol plus du CO2 dans le cas de la fermentation alcoolique. Nous allons voir maintenant la fermentation lactique. Pour rappel, la fermentation lactique, elle se fait grâce à la lactate déshydrogénase, qui est un enzyme michaélien que vous avez étudié en TP d'enzymologie. La lactate déshydrogénase est présente soit chez les gros mammifères qui vont être capables de fermentation lactique, dans le muscle strié squelettique lors d'un effort intense.
Ça se produit pendant une durée très limitée, 1 minute maximum. Vous savez que vous pouvez faire un effort intense seulement pendant un temps très court. Ça se produit également dans le globule rouge qui ne possède pas de mitochondries, ainsi que dans l'astrocyte qui est une cellule qui se trouve autour des neurones dans le cerveau. Cette réaction se produit également chez les bactéries lactiques, comme Streptococcus, Lactobacillus ou certains bacillus. La réaction est la suivante. C'est le pyruvate qui va devenir l'accepteur d'électrons du NADH, puisque son potentiel redox est au-dessus, est égal à moins 0,19 volts. Donc le pyruvate plus le NADH va nous donner du NAD+, plus du lactate. Vous voyez que les électrons et les protons vont être transférés sur la fonction carboxyle, C double liaison O du pyruvate, qui va devenir CHOH, qui va donc être réduite. Le saut de potentiel, vous le voyez, est très faible, ce qui nous donne un ΔG0' égal à moins 25 kJ par mol. Moins 25, c'est même pas suffisant pour fabriquer de l'ATP. Donc cette réaction n'est pas productrice d'énergie, même si elle a un ΔG0' négatif. On ne pourra pas fabriquer d'ATP avec, mais par contre, elle permettra de réoxyder le NADH pour que la glycolyse continue, elle, à tourner. Pour rappel, chez les mammifères, seuls les gros mammifères capables de faire des efforts intenses possèdent la fermentation lactique. Les petits mammifères, en fait, sont soumis à un métabolisme oxydatif aérobie strict. Chez la levure, les réactions sont différentes. C'est toujours le pyruvate qui va accepter les électrons du NADH, mais par contre, 2 réactions successives vont permettre de décarboxyler le pyruvate, qui va libérer du CO2 et devenir acétaldéhyde, acétaldéhyde qui va ensuite accepter les électrons du NADH pour devenir de l'éthanol. Dans les 2 cas, l'accumulation soit d'éthanol, soit de lactate acidifie la cellule, ce qui ne permet pas à la réaction de se prolonger dans le temps. D'autre part, la production d'ATP dans les 2 cas est très faible puisque seule la glycolyse y contribue et du coup, ça ne permet pas à la cellule de se diviser, de se multiplier, comme dans le cas d'un métabolisme aérobie. D'autres bactéries sont capables de mélanger ces différentes voies. C'est le cas par exemple de Bacillus subtilis qui peut faire à la fois de la fermentation lactique, de la fermentation alcoolique et même un autre type de fermentation qui est la fermentation butanediolique. Il n'est pas question ici pour vous de retenir tout ça par cœur, mais simplement de retenir que le principe d'une fermentation, c'est de transférer les électrons du NADH vers un accepteur d'électrons et que souvent cet accepteur est le pyruvate. Nous allons étudier maintenant une autre voie qui permet de produire de l'énergie, c'est la voie des pentoses phosphates. C'est une autre manière pour la cellule d'oxyder le glucose, autre manière que la glycolyse, et qui présente d'autres avantages. Cette voie se produit dans le cytoplasme, chez les eucaryotes bien sûr comme chez les prokaryotes. Elle va permettre la production de différentes substances nécessaires à la cellule. Elle permet la production d'abord de pentose phosphate, c'est-à-dire du ribose 5-phosphate. Elle permet aussi la production de pouvoirs réducteurs, NADPH, d'énergie, ATP, ou même de reformer du glucose. Toutes ces molécules vont être produites dans des quantités variables, ce qui va permettre de s'adapter aux besoins de la cellule. Cette voie est très importante chez les cellules qui se divisent rapidement, comme les cellules de la moelle osseuse, de la peau, ou les cellules cancéreuses, où elle peut devenir une cible thérapeutique. Si on arrive à bloquer cette voie, eh bien, on va pouvoir ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Cette voie est très importante également chez les cellules qui font beaucoup de biosynthèse, par exemple le foie, la glande mammaire au moment de l'allaitement ou le tissu adipeux. Le principe général est le suivant. On va partir du glucose ou glucose 6-phosphate. Ce glucose va d'abord pouvoir être transformé en pentose phosphate, donc en ribose 5-phosphate, par ce qu'on appelle la phase oxydative. Cette phase oxydative, en fait, elle permet de transformer le glucose en 6-phosphogluconate, avec, donc ça c'est une oxydation, donc on va former du NADPH.
Le 6-phosphogluconate, lui, va être décarboxylé et donner du ribulose 5-phosphate avec, encore une fois, production de NADPH. Donc dans cette phase oxydative, on va avoir oxydation du glucose dans une molécule à 5 carbones phosphorylée et production de 2 NADPH. Cette étape est irréversible comme on le reverra par la suite. Cette phase oxydative qui permet de fabriquer du ribulose 5-phosphate va ensuite être complétée par une phase non oxydative constituée de différentes étapes réversibles qui vont permettre d'interconvertir les molécules entre elles, et les molécules à 5 carbones pourront aussi donner des molécules à 3 carbones ou à 6 carbones, comme nous allons le détailler par la suite. Ce pouvoir réducteur NADPH formé va pouvoir être utilisé comme pouvoir réducteur indispensable aux biosynthèses. Le ribose 5-phosphate fabriqué pourra par exemple servir de précurseur aux nucléotides, à la fabrication de différents coenzymes et donc à la fabrication par exemple d'ADN ou d'ARN, voire même à la fabrication de certains acides aminés. Le glucose, quant à lui, pourra à nouveau se réengager dans la glycolyse si la cellule a besoin de pyruvate ou d'ATP. Détaillons ici la phase oxydative de la voie des pentose-phosphates. Vous ne devez pas connaître ces réactions par cœur, mais vous devez connaître par cœur le bilan qui figure en bas de la diapositive. Le glucose 6-phosphate plus 2 NADP+, va donner du ribulose 5-phosphate plus du CO2 plus 2 NADPH, avec un delta G très négatif, donc une réaction irréversible. Voyons maintenant la partie non oxydative de la voie des pentose-phosphates. Cette phase non oxydative démarre à partir du ribulose, qui est donc un sucre à 5 carbones phosphorylé, que vous voyez à gauche de la diapositive. Ce ribulose, grâce à l'intervention soit d'isomérase ou d'épimérase, va pouvoir se transformer soit en ribose 5-phosphate, soit en xylulose 5-phosphate, deux molécules à 5 carbones. Interviennent ensuite des enzymes qu'on appelle des transcétolases ou des transaldolases qui vont prendre deux sucres, les greffer l'un sur l'autre, puis les cliver, de telle sorte à obtenir d'autres types de molécules avec des nombres de carbone différents. Par exemple, si on greffe le ribose 5-phosphate avec le xylulose 5-phosphate, 5 et 5 ça nous fait 10 carbones, on va ensuite couper en une molécule à 7 carbones qu'on appelle le cédoheptulose 7-phosphate et une molécule à 3 carbones qui est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ces deux molécules peuvent également être greffées puis clivées pour donner du fructose 6-phosphate à 6 carbones et de l'érythrose 4-phosphate à 4 carbones. L'érythrose 4-phosphate peut à son tour être greffé sur du xylulose 5-phosphate, 4 plus 5 ça fait 9, et nous donner une molécule à 6 carbones, du fructose 6-phosphate, et une molécule à 3 carbones. Tout ça, le fructose 6-phosphate formé, lui, peut rentrer dans la glycolyse, le glucose 6-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate également. En fait, en fonction des cellules et en fonction des besoins, ensuite, ces molécules peuvent s'engager soit dans la glycolyse, soit dans la néoglucogénèse si on se trouve dans le foie ou dans le rein. Ces molécules, ce ribose 5-phosphate par exemple, va être utilisé pour les biosynthèses, pour fabriquer des nucléotides. Et donc, vous voyez ici que cette partie non oxydative de la voie des pentose-phosphates permet de fabriquer différentes molécules en fonction des besoins de la cellule. Soit des pentose 5-phosphates pour fabriquer des nucléotides indispensables aux biosynthèses, soit des intermédiaires de la glycolyse qui vont permettre de donner de l'ATP si on descend la glycolyse ou de redonner du glucose si on fait la néoglucogénèse, si on se trouve dans le foie. Les cellules vont donc utiliser de façon différente cette voie des pentose-phosphates en fonction de leurs besoins. N'importe quelle cellule pourrait utiliser le mode 1, c'est-à-dire si elle a besoin de fabriquer du ribose, donc
qui est également un précurseur d'acide aminé, eh bien, elle peut prendre son glucose, descendre la glycolyse, fabriquer du glycéraldéhyde 3-phosphate, et à partir du glycéraldéhyde 3-phosphate, remonter par la phase non oxydative de la voie des pentoses phosphates, puisque, je vous le rappelle, hein, toutes ces réactions sont réversibles, le glycéraldéhyde 3-phosphate nous redonnera du ribose. Prenons l'exemple de la peau. La peau, c'est un organe qui, lui, se divise énormément, et donc il a besoin à la fois de pouvoirs réducteurs pour fabriquer de la matière, hein, fabriquer des lipides par exemple, nécessaires à la synthèse des membranes, mais aussi a besoin de fabriquer des nucléotides, donc a besoin de ribose. Dans ce cas-là, la peau, elle va plutôt utiliser le mode 2, c'est-à-dire qu'elle va transformer le glucose en ribulose 5-phosphate par la branche oxydative, et puis transformer le ribulose en ribose. Et là, elle obtiendra les deux composés dont elle a besoin. La glande mammaire, quant à elle, est un organe qui ne se divise pas, mais produit beaucoup de matière organique, produit des protéines, produit des lipides. Donc, on n'a pas spécialement besoin de ribose, par contre, on a besoin de pouvoirs réducteurs et d'ATP. Comment va faire la glande mammaire? Eh bien, elle va utiliser la branche oxydative pour fabriquer du ribulose et donc fabriquer du NADPH dont elle a besoin pour ses biosynthèses. Le ribulose va donner du ribose, mais comme on n'a pas besoin de fabriquer des nucléotides, le ribose va, par la branche non oxydative, être retransformé en fructose 6-phosphate et en glycéraldéhyde 3-phosphate, qui vont descendre la glycolyse pour former du pyruvate et donc de l'ATP. Le foie, quant à lui, puisqu'il est capable de faire de la néoglucogénèse, eh bien, peut faire un peu la même chose que la glycolyse, mais lui, ce qu'il cherche à fabriquer, c'est du glucose. Donc, le foie va faire la branche oxydative de la voie des pentoses phosphates à partir du glucose 6-phosphate. Donc, glucose 6-phosphate donne ribulose, et donc du pouvoir réducteur nécessaire aux biosynthèses. Ce ribulose va être transformé en ribose. Ribose va, comme dans la glande mammaire, être transformé en fructose 6-phosphate ou en glycéraldéhyde 3-phosphate. Mais là, au lieu de descendre la glycolyse, eh bien dans le foie, on peut remonter vers le glucose par néoglucogénèse, et donc ce glucose, par exemple, sera libéré dans le sang si on veut faire remonter la glycémie. Donc vous voyez que l'intérêt de la voie des pentoses phosphates, c'est d'être utilisé de façon modulaire en fonction des besoins des cellules, soit pour fabriquer du pouvoir réducteur et du ribose si la cellule se divise, soit pour fabriquer du pouvoir réducteur et de l'énergie si la cellule fait beaucoup de biosynthèse, ou alors, dans le cas du foie, fabriquer du pouvoir réducteur et du glucose. Cette diapositive récapitule donc le métabolisme du glucose à partir de la glycolyse, la pyruvate déshydrogénase et le cycle du citrate. Donc on voit bien que le glucose peut être transformé en pyruvate, pyruvate qui va donner acétyl-CoA, qui va nous donner de l'énergie par le cycle du citrate, pyruvate qui peut éventuellement donner du lactate seulement dans les cellules capables de faire de la fermentation lactique, mais qu'on peut dériver le glucose 6-phosphate dans la voie des pentoses phosphates, soit pour produire du NADPH, pouvoir réducteur indispensable aux biosynthèses, soit pour produire des pentoses 5-phosphate pour faire des nucléotides, et que ce glucose peut provenir lui également soit de la dégradation des autres sucres, comme par exemple le glycogène, ce qui est représenté ici.